des juges corrompus, des hommes et des femmes qui avaient juré de servir la justice et qui ont trahi ce serment. Pas par faiblesse, pas dans un moment d'égarement, délibérément, froidement, encore et encore. Ils siégeaient sur le banc des juges, ils portaient la robe, ils rendaient des verdicts sur la vie des autres. Et dans le même temps, ils empochaient des pots de vin. Mais personne ne reste intouchable éternellement. Tôt ou tard, la vérité rattrape tout le monde. Tout le monde. Cette histoire est celle de 10 juges qui croyaient être au-dessus de la loi, qui pensaient que leur fonction les protégeait, qui pensaient que personne ne découvrirait jamais rien. Ils avaient tort. Et la loi, elle n'oublie pas. Numéro 1. Thomas J. Spargo, la chute d'un titan. Thomas J. Spargo. Ce nom seul était autrefois une promesse. Ancien juge à la Cour suprême de Californie. Un poids lourd du Parti républicain. Un homme dont le nom résonnait dans les couloirs les plus puissants du pays. Il avait représenté George W. Bush en personne lors de la controversée élection présidentielle de l'an 2000. Des affaires de premier plan, des réseaux solides, une carrière impressionnante. Et puis, la chute libre. Spargo fut condamné à l'âge de 66 ans pour tentative d'extorsion et corruption. 27 mois de prison fédérale, sans clémence, sans exception. Lorsque le juge Gary Sharp du tribunal fédéral de district prononça la sentence, ses mots étaient clairs. Le comportement était abominable. Pas de pitié, pas d'égard pour les mérites passés. Aucune exception. Mais qu'avait fait cet homme? Cet ancien titan du système juridique américain? Il avait tenté d'extorquer 10 000 $ à des avocats. 10 000 $ de la part d'un homme qui jadis jugeait le destin des autres. Le public était stupéfait. Le système judiciaire ébranlé. Et Spargo? Il s'est battu. Il a tout tenté jusqu'au bout pour échapper à sa responsabilité. Des tactiques douteuses. Des manœuvres louches. Chaque stratagème qu'un homme de ses relations pouvait se permettre. Rien n'y fit. Bien au contraire, chaque tentative de repousser l'inévitable devint une preuve supplémentaire de sa culpabilité. Le ministère de la Justice ne se laissa pas impressionner. Le procureur en chef Richard Piller fut catégorique. Combattre l'extorsion sous toutes ses formes n'était pas seulement important, c'était indispensable. Surtout lorsqu'elle empoisonne le cœur même de notre État. Spargo ne fut pas seulement condamné, il fut radié du barreau. Une carrière de plusieurs décennies réduite en cendres, sa réputation détruite. Lorsque les portes de la prison fédérale se refermèrent derrière lui, une leçon demeura, résonnant dans les salles d'audience du pays tout entier. Celui qui abuse de la confiance du public sera jugé par le système même qu'il avait juré de servir. Le pouvoir qu'il détenait ne put le sauver. Les relations qu'il cultivait ne lui furent d'aucun secours. En fin de compte, Thomas J. Spargo n'était plus qu'un criminel condamné. La justice a une mémoire très très longue. Numéro 2. Opération Greylord, le réseau de la trahison. Cook County, Illinois, l'une des régions juridiques les plus connues d'Amérique. Et derrière les lourdes portes en bois de ces salles d'audience, un système pourri de l'intérieur. Pas infiltré de l'extérieur. Pas contraint par le crime organisé. Non, c'étaient les juges eux-mêmes, des avocats qui y payaient, des juges qui encaissaient. Un accord silencieux fondé sur la cupidité, la tolérance mutuelle et la certitude que personne ne regarderait jamais. Cela dura des années. Peut-être des décennies. Et puis vint l'opération Greylord, l'une des enquêtes sous couverture les plus audacieuses, les plus risquées et les plus significatives de toute l'histoire de la justice américaine. La coalition qui se forma était remarquable. Le Federal Bureau of Investigation, la brigade fiscale de l'IRS, le US Postal Inspection Service, la division des affaires internes de la police de Chicago et la police d'État de l'Illinois, tous ensemble, avec une seule mission. Leur objectif? Apporter la preuve de ce que beaucoup soupçonnaient, mais que personne n'osait dire à voix haute. Que le système judiciaire de Cook County était corrompu jusqu'à la moelle. La phase d'infiltration de la pression était d'une audace à couper la souffle. De vrais enquêteurs travaillaient sous couverture. Un procureur adjoint du comté risquait chaque jour sa carrière et sa vie. Des agents du FBI jouaient leur rôle pendant des mois, sans jamais baisser la garde. Et parmi eux, le juge Thaddeus Kowalski, un juge de Cook County lui-même, un homme qui, malgré tous les dangers personnels, choisit le camp de la justice et aida à tendre le piège. Les juges corrompus ne se doutaient de rien. Ils murmuraient leurs arrangements dans des arrière-salles. Ils tendaient la main et prenaient l'argent. Ils manipulaient les verdicts sans sourciller. Ils croyaient, vraiment croyaient, être intouchables. Mais les micros cachés enregistraient chaque mot, chaque accord, chaque montant. Les procès fictifs, orchestrés spécialement pour l'enquête, documentaient chaque transaction, pièce par pièce, preuve par preuve. Et puis vint le moment que tous attendaient. Le filet se referma. Les robes furent ôtées. Les menottes cliquetèrent. Et ceux qui avaient jadis prononcé des verdicts au nom du droit se retrouvèrent à leur tour sur le banc des accusés. L'opération Greylord est aujourd'hui un symbole. La preuve qu'aucun réseau de corruption, aussi profondément enraciné soit-il, aussi longtemps qu'il ait prospéré,
ne peut résister indéfiniment à la vérité. Et un avertissement pour tous ceux qui croient que la justice s'achète, elle ne s'achète pas. Pas pour toujours. Numéro 3, Michael Maggio, pire qu'un trafiquant de drogue. 10 ans, la peine maximale. Pas de sursis, pas de clémence, pas de seconde chance. Pour Michael Maggio, ancien juge de district en Arkansas central, c'était la fin de toutes les illusions. Mais c'est parce que le juge fédéral Brian Miller déclara dans cette salle d'audience frappa plus fort que n'importe quelle peine. Il jugeait à Maggio pire qu'un trafiquant de drogue ordinaire. Un ancien juge, pire qu'un trafiquant de drogue. Oui, vous avez bien entendu. Et le juge Miller le pensait vraiment. Qu'avait fait Maggio? Il avait manipulé un verdict. Dans une affaire de négligence, il avait drastiquement réduit le montant des dommages et intérêts accordés à la victime. Non pas pour des raisons juridiques, non pas par conviction, mais contre rémunération. Le montant initial accordé par le jury à la victime, 5 200 000 $. Le montant restant après l'intervention de Maggio, 1 million de dollars. 4 200 000 $ effacés d'un trait de plume. En échange, 24 000 $ versés comme contribution à sa campagne électorale. Payé par Michael Morton, un homme d'affaires de Fort Smith. Morton, il s'en sortit sans poursuite jusqu'alors. Maggio, pas autant de chance. Lorsque les enquêtes commencèrent, il tenta d'effacer les traces, des messages textes supprimés, ou du moins la tentative. Cela ne l'aida pas. Les traces numériques demeuraient. Et puis, nouvelle révélation. Maggio avait publié des messages sur Internet, des blagues offensantes, des commentaires désobligeants sur les femmes et les minorités. Comme si son échec juridique ne suffisait pas, sa déchéance morale s'étalait désormais au grand jour. Jusqu'au bout, il tenta de présenter ses actes comme de simples erreurs de jugement. Le juge Miller n'en tint pas compte. Ces mots résonnèrent dans la salle d'audience et resteront gravés. Un juge corrompu est de loin plus dangereux pour la société que n'importe quel trafiquant de drogue, parce qu'il détruit le fondement sur lequel tout le reste repose, la confiance des citoyens dans le droit lui-même. L'affaire Maggio déclencha une tempête. Des appels à la réforme se firent entendre, car son cas révélait avec une clarté terrifiante à quel point un système où les juges sont élus peut être dangereux, vulnérable aux influences politiques, dépendant des donateurs, achetable pour qui paye assez. La condamnation était plus qu'une peine. C'était un message qui devait être entendu. Numéro 4. William Allen Wigington, 44 chefs d'accusation, 44 crimes, 5 délits, la prison à vie. Voilà le bilan d'un seul homme. William Allen Wigington, ancien juge magistrat en chef du comté de Pickens en Géorgie. Après le verdict, le procureur général Chris Carr parla d'un chapitre honteux de l'histoire d'Atlanta. Un chapitre désormais définitivement clos. Mais comment ce chapitre avait-il commencé? Par une alerte discrète. Une organisation à but non lucratif remarqua que des fonds disparaissaient de ses comptes. Pas de grande somme d'un coup, silencieusement, régulièrement. Et ils atterrissaient sur les comptes personnels de Wigington. Le signalement fut déposé. Une enquête fut ouverte. Le Georgia Bureau of Investigation, en collaboration avec le bureau du shérif du comté de Pickens, commença à démêler les fils. Ce qu'ils trouvèrent dépassa toutes les attentes. Wigington avait détourné des fonds publics. Il avait falsifié des documents. Il avait utilisé des cartes de crédit professionnelles, non pas pour le travail, mais pour des séjours d'hôtels coûteux, de l'électronique haut de gamme, des dépenses personnelles de toutes sortes. Tout aux frais des contribuables du comté de Pickens. Tout aux frais des citoyens qu'il était censé représenter. Et puis, ce détail-ci qui fit frémir même les enquêteurs les plus aguerris. Il avait détourné de l'argent destiné à un enfant dans le besoin, pour lui acheter un costume. De l'argent pour un enfant, pour son costume. Et Wigington se l'était approprié. Lorsque les enquêteurs commencèrent à le coincer, il inventa des histoires, des comptes prétendument piratés, des chèques prétendument falsifiés par d'autres, des registres financiers prétendument manipulés par des tiers, mensonge sur mensonge, construction sur construction. Mais chaque nouveau mensonge ne faisait qu'alimenter la détermination des enquêteurs. Davantage de preuves, davantage de résolutions. Le procureur général Chris Carr fut sans équivoque après le verdict. Wigington avait trahi la confiance du public de la manière la plus grave qui soit. La sentence, la réclusion à perpétuité. Lorsque le marteau s'abattit, il ne résonna seulement dans la salle d'audience. Il résonna dans toute la ville. Un rappel. Celui qui plie le droit sera plié par lui, sans exception. Numéro 5. Thomas J. Maloney, le juge qui vendait des meurtres. Du ring de boxe au banc des juges. Cela ressemble à un roman américain de l'ascension sociale, à la détermination au changement, à la foi en une seconde chance. Et peut-être l'était-ce pendant un court moment. Mais Thomas J. Maloney n'utilisa pas son ascension pour la justice. Il l'utilisa pour lui-même. Maloney, né en 1925, devint juge à Cook County, Illinois en 1977. En apparence sévère, inflexible, redouté.
Il siégeait sous un portrait du président de la Cour suprême des États-Unis, John Marshall, symbole de l'intégrité qu'il était censé incarner. Il prononçait des peines lourdes. Il affichait publiquement son mépris pour les membres de gang. Les gens croyaient avoir en lui un homme pour qui la justice comptait vraiment. Ils se trompaient lourdement. Car derrière cette façade de rigueur et de dignité, tout pourrissait. Maloney acceptait des pots de vin, pas pour des affaires mineures, pas pour de petits délits. Il manipulait des procès pour meurtre, pas un, 3. Il laissait des tueurs à gages, des meurtriers s'épayer, repartir libres, contre espèces sonnantes et trébuchantes. Le FBI avait Cook County dans son viseur depuis 1981, dans le cadre de l'opération Greylord déjà évoquée, et Maloney était l'une de ses cibles principales. Ses connexions avec le milieu criminel remontaient à son temps d'avocat. Depuis 1952, il partageait un bureau avec Edward Verdoliak, l'un des hommes les plus influents de Chicago. Avant même de revêtir la robe, il aurait facilité un versement à un autre juge, qui acquitta ensuite un suspect de meurtre. Sur le banc, il continua sans interruption ce qu'il avait commencé comme avocat. Sa réputation de juge à vendre se répandit discrètement mais rapidement. Les avocats qui connaissaient les règles du jeu venaient le voir. L'argent transitait par des intermédiaires, d'abord par son huissier Lucius Robinson. Puis, lorsque la pression du FBI s'intensifia, son ami et ancien confrère Robert McGee prit le relais. En 1991, l'acte d'accusation tomba. Un séisme à Cook County. Lors du procès, Maloney tenta de se défendre en affirmant que ses collaborateurs avaient, à son insu, orchestré une arnaque appelée rainmaking. Le jury n'en crut pas un mot. Ses relevés financiers racontaient une autre histoire, des mandats postaux achetés avec des espèces d'origine inexpliquées. Régulièrement, systématiquement, le verdict fut sans appel, coupable sur tous les chefs d'accusation. À partir de 1994, il commença à purger une peine de 15 ans, et même après sa condamnation, le travail de la justice ne s'arrêta pas. La Cour suprême de l'Illinois autorisa un condamné dans le couloir de la mort, William Brassisi, à examiner si le verdict de Maloney à son encontre avait été influencé par la corruption. Thomas J. Maloney, le seul juge de l'histoire de Cook County, condamné pour avoir manipulé des affaires de meurtre commandité contre rémunération. Un record douteux, une honte, et un nom qui restera jamais associé à la trahison dans les annales de l'histoire judiciaire. Numéro 6. Joan Henry Melvin, l'arrogance du pouvoir, Pennsylvanie. Les couloirs vénérables de la Cour suprême de l'État, un lieu censé représenter ce que le droit a de plus élevé, et Joan Henry Melvin en faisait partie. Une femme qui avait atteint le sommet, respectée, expérimentée, influente, et puis condamnée. Le juge Lester Nawhaus prononça le verdict. Ces mots n'étaient pas des formules juridiques. Ils étaient directs, personnels. Il s'adressa à Melvin et lui demanda « Quel modèle êtes-vous » ? « Vos enfants ont une mère criminelle condamnée pour crime grave. » Silence dans la salle. Ces mots pesaient comme du plomb. Car Melvin n'était pas une délinquante ordinaire. Elle connaissait la loi, elle l'avait appliquée pendant des décennies, et elle l'avait brisée quand même. Ses infractions, l'abus de ressources publiques à des fins personnelles, l'exploitation de sa position, l'abandon de ses principes dès qu'il devenait gênant. Pas de prison, mais la sentence était tout sauf clémente. S'assignation à résidence, liberté surveillée, une amende substantielle, calculée de façon à épuiser intégralement ses avantages illicitement acquis jusqu'au dernier centime. Et puis, cet élément peut être le plus inhabituel du jugement. Le juge Naos ordonna que Melvin écrive des lettres d'excuses personnelles, collègues qu'elle avait trompés. Chaque lettre accompagnée de sa propre photo. Une humiliation publique ordonnée et exécutée par la loi. Naos décrivit l'attitude de Melvin comme empreinte d'une arrogance stupéfiante. Et c'est précisément cette arrogance qui causa sa perte. Elle croyait que sa fonction la protégeait. Elle croyait que les règles s'appliquaient aux autres. Elle croyait être au-dessus de toute responsabilité. Cette croyance lui coûta tout. Son affaire laissa des cicatrices, dans le système, dans l'opinion publique. En elle-même, un rappel que l'intégrité et non l'arrogance est la seule chose qui puisse véritablement soutenir une fonction. Numéro 7. William C. Brennan, corrompu avec le sourire. 5 ans de prison, 5 ans de liberté surveillée, 29 000 $ d'amende. Prononcé par le juge fédéral Jack B. Weinstein contre l'ancien juge William C. Brennan. Les procureurs fédéraux espéraient une peine plus sévère. Ils voulaient faire de Brennan un témoin clé pour démanteler davantage le réseau de corruption urbaine qui semblait s'étendre bien au-delà de cette fiction. Seule affaire. Le tribunal en décida autrement. Mais le choix des mots du juge Weinstein pour décrire Brennan disait tout. Nonchalamment corrompu et aimablement malhonnête. Nonchalamment. Pas de manière dramatique. Pas en secret. Pas avec tension. Tout simplement, nonchalamment. Comme si accepter des pots de vin était une évidence quotidienne. Comme si manipuler des procès pénaux était un petit service entre amis.
Brennan avait accepté des pots de vin dépassant 47 000 $. En échange, il orientait les décisions judiciaires, confiance contre espèce, justice contre profit personnel. Et il ne l'avait pas fait une fois, ni deux fois, il l'avait fait de manière répétée, sans réflexion, routinièrement. Parmi les spectateurs présents dans la salle d'audience, ce jour-là se trouvaient des élèves d'un lycée de Great Neck South, de jeunes gens qui vécurent en direct ce que signifie la mise à l'épreuve de la confiance dans la justice et la façon dont le droit y répond. Pour beaucoup, la peine parut trop légère, insuffisante au regard de l'ampleur de la trahison. Et pourtant, le message resta clair. La corruption ne sera pas tolérée. Quiconque abuse de sa position à des fins personnelles devra en répondre. La condamnation de Brennan fut un signal d'alarme, fort, net, et pour ceux qui écoutaient attentivement, également un avertissement. Numéro 8. Meng Xiang, 20 ans de trahison. Chine, la Cour populaire suprême. La plus haute instance judiciaire de l'un des pays les plus peuplés du monde. Et en son sein, un homme qui exploitait sa fonction pour lui-même depuis 20 ans. Meng Xiang, ancien juge à la Cour populaire suprême, ancien directeur du bureau d'exécution, membre du puissant comité consultatif du tribunal, élu par l'Assemblée nationale populaire, un homme au sommet du système, avec accès à des décisions qui influençaient la vie de millions de personnes. Et il utilisa cet accès, sans vergogne, froidement, pendant 2 décennies. De 2003 à 2020, Meng Xiang accepta des pots de vin d'un montant de 22 700 000 yuans chinois, ce qui représente en équivalent environ 3 300 000 $ américains. 20 ans. Pas une erreur isolée, pas une faiblesse dans un moment de vulnérabilité, une décision consciente, continue, systématique contre le droit et pour son enrichissement personnel. Que fit-il de son pouvoir? Il influença des verdicts judiciaires. Il s'immisça dans des décisions des forces de l'ordre. Il s'ingéra dans des contrats de construction pour des entreprises privées. Et il modifia des décisions de nomination de cadres. L'un des abus de pouvoir les plus graves dans un système fondé sur le contrôle et la hiérarchie. Comment fut-il démasqué? Dans le cadre d'un vaste programme d'autorectification de 2 ans, ciblant spécifiquement les fonctionnaires corrompus dans les domaines judiciaires et de l'exécution. Meng avait débuté comme simple greffier à Pékin. Pendant plus de 30 ans, il gravit les échelons un par un, jusqu'au sommet, et puis la chute. La sentence, 12 ans de prison, 2 millions de yuans d'amende. Tous les avoirs acquis illégalement sont confisqués. Les intérêts générés alimenteront le trésor public. Son aveu et l'expression de regret furent retenus comme circonstances atténuantes. Mais l'ampleur de ses actes ne pouvait être effacée par des remords. Et son cas n'est pas isolé. Un ancien président de juge à la Cour populaire suprême révéla, au cours des 5 dernières années, 61 membres de la Cour furent enquêtés et sanctionnés. 61. Ce n'est pas un cas isolé. C'est une corruption structurelle. La condamnation de Meng Xiang est un signal, fort, sans équivoque. Personne n'est intouchable, pas même au sommet de la justice d'un État d'un milliard d'habitants. Numéro 9. Mark Ciavarella, des enfants contre de l'argent. 1 million de dollars. 1 million tout rond. C'est le prix que Mark Ciavarella Jr. exigea pour la liberté d'enfant, et il l'obtint. Ciavarella était juge au tribunal de district du comté de Luzerne, en Pennsylvanie. Un homme avec pouvoir sur le destin de jeunes gens. Et il est connu aujourd'hui sous un nom qui reste gravé comme une plaie ouverte dans l'histoire judiciaire américaine. Le juge Kids for Cash, les enfants contre de l'argent. 28 ans de prison. L'une des peines les plus lourdes jamais prononcées contre un juge corrompu aux États-Unis. Qu'avait-il fait? Il avait accepté 1 million de dollars de pots de vin de la part des exploitants de centres de détention pour mineurs privés. Et ensuite, il envoyait des enfants dans ces mêmes établissements. Des enfants qu'il condamnait lui-même. Des enfants sans avocat. Des enfants qui ignoraient que leur destin avait déjà été acheté. Les condamnations n'étaient pas seulement moralement répréhensibles, elles étaient illégales. La Cour suprême de Pennsylvanie intervint et annula plus de 4000 verdicts erronés prononcés entre 2003 et 2008. 4000, ce ne sont pas des chiffres, ce sont 4000 enfances. 4000 familles qui perdirent à jamais confiance dans le système. 4000 vies orientées dans la mauvaise direction par un seul juge corrompu. Dans la salle d'audience, lors du prononcé du verdict contre Ciavarella, beaucoup de ces familles étaient présentes. Parmi elles, Jeff Pollins, dont le beau-fils avait été trompé par le juge. La colère dans la salle était palpable. La douleur aussi. Et en dessous, une exigence profonde, brûlante, de justice. Ciavarella avait cru que sa fonction le rendait intouchable. Il se trompait. Lorsque le verdict tomba, c'était clair. Les rouages de la justice tournent, parfois lentement. Mais il n'épargne personne. Le nom de Ciavarella restera à jamais dans l'histoire judiciaire américaine pour une seule chose. La trahison la plus profonde possible envers ceux qui étaient le moins en mesure de se défendre. Les enfants. Numéro 10. Rodolfo Rudy Delgado.
La fin d'une longue fraude, 6 jours. 6 jours tendus, denses, haletants dans la salle d'audience. Et au bout, un verdict de culpabilité qui résonna à travers tout l'État du Texas. Rodolfo Rudy Delgado, ancien juge au 93e tribunal de district du Texas, fut condamné pour complot, corruption et entrave à la justice. Un homme en qui le public avait confiance pour tenir les plateaux de la balance. Un homme qui vendit ses plateaux. Les premiers signes apparurent en janvier 2018, lorsque le premier acte d'accusation fut déposé. En février suivit l'acte d'accusation officiel. Et puis, non pas un, non pas deux, mais 3 actes d'accusation révisés. Chaque nouveau document révélait davantage. Chaque nouveau document montrait jusqu'où la fraude s'étendait. Ces manquements débutèrent en janvier 2008. Ils se prolongèrent jusqu'en novembre 2016. 8 ans. 8 ans durant lesquels il travailla de concert avec un certain avocat et accepta des pots de vin en échange de faveurs dans des procédures pénales. Et pas seulement cela. Dans 3 affaires précises, il accepta des milliers de dollars pour que les clients de cet avocat soient libération sous caution. Des gens furent relâchés, non pas parce que la loi le prévoyait, mais parce que le juge avait été payé. La salle d'audience entière était devenue la scène d'un marché privé de la corruption. Lorsque les enquêtes se resserrèrent, Delgado tenta d'entraver la justice, un dernier coup pour échapper à l'inévitable, un geste désespéré et vain. Le FBI continua d'enquêter sans relâche. Le procureur Peter Northstein, avec les procureurs fédéraux adjoints Arthur Rob Jones et Robert Guerra, construisit le dossier méthodiquement, pierre par pierre. Le procureur Brian Benskowski et le procureur fédéral Ryan Patrick soulignèrent lors du prononcé du verdict la portée de l'affaire. Aucun titre, aucune fonction, aucune relation ne protège contre la loi. Delgado passera le reste de sa vie en prison. Une peine à la mesure de l'étendue de sa trahison. Les plateaux de la balance qu'il était censé tenir, ils ont retrouvé leur équilibre. Sans lui. Ces 10 hommes et femmes portèrent autrefois la robe de la justice. Ils rendirent des verdicts au nom du droit. Et ils trahirent tout ce pourquoi ce droit existe. Mais au final, chacun d'eux dut apprendre la même leçon. La loi ne connaît pas d'exception. Pas pour le pouvoir, pas pour l'influence, pas pour les privilèges, pas pour des décennies passées sur le banc des juges. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo. Parce que la justice a besoin de gens qui regardent.